là maintenant, on est en compagnie de Nicolas Massessi, qui est propriétaire du château de Celles-sur-Cher, mais qui a Bonsoir. appris plein de trucs sur l'histoire, qui a fait des études dans le domaine de l'histoire. Et puis, Benjamin, voilà, de Nota Bene. Je suis sûre qu'il y a plein de gens derrière qui attendent avec impatience de le voir, voilà, en direct. Et voilà, moi j'ai la chance d'être avec eux deux. Et voilà. Donc ils vont parler histoire. Donc moi je vais juste rester en retrait et puis en profiter. Ouais, on va parler histoire comme cette dernière heure en fait où en coulisses on s'est laissé un peu happer sur un canapé dans une discussion sans fin sur l'histoire. Donc, Et on a parlé de tout. On a parlé de tout, de plein de choses. Et pour commencer, on a parlé de l'histoire de ce domaine. Absolument, Quand même. du château. On a commencé par les Vikings. Comme beaucoup d'histoires en France qui commencent à l'époque des Vikings, puisque le château a été pour la première fois fondé en 935 par un personnage haut en couleur, Thibaut le tricheur. Donc voilà, tout un programme déjà dans le nom. À l'origine, parce qu'il a hérité du nom à sa mort. Ses contemporains ne se sont pas hasardés à le traiter comme ça, surtout dans une époque aussi trouble que celle qu'était la France, la Francie du début du Xe siècle. C'était Thibaut de Champagne, comte de Blois. Il était suzerain donc de la vallée du Cher, d'ici jusqu'à Montrichard, en passant par Saint-Aignan. Et il était confronté à un problème, comme beaucoup de ses contemporains, qui étaient les incursions vikings qui venaient du royaume de Nantes, puisqu'il y a eu un royaume viking à Nantes. Bonjour les Nantais. Incroyable. Donc un royaume qui a duré, je crois, de mémoire de 915 à 935. Et donc sur une vingtaine d'années, les Vikings remontaient la Loire, puis le Cher, et ils allaient jusqu'en Bourgogne pour piller tout sur leur passage. Donc il a créé une tour en bois, on va dire ça, une tour de guet, une tour en bois. Une motte médiévale, comme beaucoup de mottes de l'époque, puisque la problématique, c'est que les Vikings étaient déjà venus sur place à Celles. Alors Celles, le nom vient de la cellule monacale, puisqu'il y avait à l'origine un monastère, celui de Saint-Eusis. Et comme tout monastère, ça intéressait les Vikings, puisque le monastère était un lieu de richesse, on levait des impôts, on y entreposait des reliques. Et donc les Vikings étaient particulièrement intéressés par ça. Je crois d'ailleurs que les premières incursions vikings en Europe de l'Ouest, c'est pour prendre des monastères. Tout à fait. C'est en Angleterre. Et donc ils ont pillé Celles 3 fois. Troisième fois, les Cellois, qui sont des gens très patients, sont allés voir leur suzerain. Ils ont dit, bon Thibaut, il faut faire quelque chose, que on paye des impôts quand même. Et voilà, il faudrait pouvoir nous protéger. Et c'est donc ce qui a déclenché la construction de cette motte médiévale qui était au bord du Cher. Tu peux peut-être préciser ce que c'est qu'une motte? Alors, un donjon sur motte, c'est une tour de bois avec une palissade de bois ou de pierre qui se trouve en haut d'une petite colline qui permet de surveiller les alentours. Et là, en l'occurrence, ça permettait de surveiller l'aval du Cher. Artificiel ou pas? Artificiel, oui, tout à fait. Puisque tout a... Alors, je vais parler de la construction. Cet endroit a été façonné de main d'homme. On est dans un endroit qui, à l'origine, était un marais. C'est d'ailleurs pour ça que Saint-Eusis, au VIe siècle, en 521, s'y est installé. On était dans un marais, il cherchait le calme, et son problème, d'après la légende, c'est qu'il soignait les gens. Donc, il commençait à soigner 1, 2, 4, 6, 8 personnes, et puis jusqu'au roi de Francie, le roi des Francs. Et donc, l'endroit a permis de fonder une ville, un monastère, un village, une ville, etc. Mais autour, cela restait des marais. Et donc, tout l'endroit a été façonné de main d'homme, puisqu'on a apporté tous les remblais pour faire le sol, et un sol qui soit suffisamment résistant pour y construire des bâtiments en pierre, notamment des bâtiments de guerre. On a creusé de main d'homme également les douves, qui à certains endroits font plus de 10 mètres de large, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Et donc vraisemblablement, mais comme on évoquait ensemble tout à l'heure dans notre discussion, on n'a pas de représentation du château de l'époque. Donc nous n'avons avant que le 19e. Voilà, avant le 19e. Les premières, c'est 1823 ou 1826, donc sur le château de l'époque, était en cours de démantèlement. Donc la motte médiévale, il y en a
encore moins. Et cette motte médiévale, vraisemblablement, il y avait donc une motte, une colline artificielle, et au-dessus, une tour de guet, une palissade autour pour protéger un endroit, et ça permettait de surveiller l'aval. Sachant qu'en aval, à 10 km, on a une autre fortification qui a été fondée par Thibault le Tricheur, Thibault de Blois, qui est le château de Saint-Aignan, qui tire ses origines de cette époque. Et du coup, vu que ça a déclenché, on va dire une nouvelle taxe, parce qu'il fallait quand même l'entretenir, cette tour. Et tu me disais tout à l'heure aussi, parce que apparemment le Thibault en question avait fâcheuse habitude de passer des accords et on va dire de ne pas vraiment les respecter. Du coup, il s'est fait surnommer Thibault le Tricheur. Voilà. Ce qui est rigolo. Voilà, donc on est sur un domaine qui a été fondé par un mec qui s'appelait le Tricheur, quoi. Exactement. Ça met dans l'ambiance. Voilà. Et on a une constante humaine également, c'est que en 935, le royaume de Nantes s'effondre, les raids vikings s'arrêtent. Et le château est construit. Du coup, vous continuez à entretenir un truc qui ne sert plus à rien. C'est ça. Et donc, il s'en est servi pour lever des impôts. Et là, on aborde une constante humaine, puisque l'endroit est devenu un lieu pour lever des impôts. Donc, à la mort de Thibault, ils ne l'ont pas raté. Et jusqu'à aujourd'hui, 2015, eh bien, voilà, il se traîne le surnom de Thibault le Tricheur. Alors, on m'a dit aussi qu'il y a des légendes sur le fait que le fantôme de Thibault entrait les forêts autour de Blois. Amélie Blaisois, si vous avez des informations sur le sujet. Et pourquoi il a une mort compliquée? Je n'ai pas trop d'informations, mais il n'a pas laissé que des bons souvenirs. Et vraisemblablement, il y aurait des légendes sur Thibault le Tricheur qui entrait encore aujourd'hui les forêts autour de Blois. Donc, ça va, il y a une trotte d'ici Blois, normalement tu es tranquille. C'est à 3/4 d'heure d'ici, donc on est tranquille. Ce sera pour la prochaine édition de Banque Science, on ira faire un petit live en direct de la forêt. Mais quand vous voulez, quoi. Voilà, mais comme sur le flux visite, en mode Blair Witch, projet Blair Witch avec la caméra au point. Et si Gaël, un coup est possédé, on arrêtera le flux. On comprendra pourquoi. Ouais. Et voilà, donc là, avec Thibault le Tricheur, il y a déjà tout un programme sur l'histoire du château, puisque après on a donc un premier château qui dure 200-300 ans et qui survit pas à la visite du roi d'Angleterre, Richard, Cœur de Lion, voilà, comme le fromage. Et donc voilà, le château ne lui survit pas puisqu'il est incendié. Et il reste quelques années en ruine et il est repris ensuite par Robert de Courtenay qui était bouteiller du roi de France, donc il s'occupait de toutes les vignes du royaume. Quelqu'un qu'on peut lier à notre activité en viticulture, puisqu'on a nous-mêmes des vignes aujourd'hui, donc c'est un visage qu'on reprend. Voilà, oui. On reprend, on a une tradition viticole Sachant dans le château. Sachant qu'ici, la terre est tellement pauvre que les productions, c'est du vin, c'est du fromage et c'est la chasse, mais il n'y a pas grand-chose qui pousse en culture céréalière, etc. Absolument. C'est assez pauvre, en tout cas dans la tradition. Maintenant, c'est faire autrement, mais... Tout à fait. Et une région pauvre, eh bien, c'est idéal pour la vigne. La vigne peine, donc elle donne de bons raisins et on fait du vin. Et le savoir-faire après local peut compléter. D'ailleurs, cet auteur du Moyen-Âge, alors je suis un auteur du Moyen-Âge qui a créé le personnage de Gargantua et je ne me souviens pas de son nom. Il s'appelle... On va tous passer pour des... Je ne connais que lui. Oui, d'accord. Pantagruel. Oui. Gargamel, non. Non, ça c'est pas le même. Ça c'est pas le même. Mais voilà, mais ça me reviendra dans la conversation. Il est cet auteur du Moyen Âge et de la région justement, puisque c'est une région qui déjà à l'époque était connue pour ses vins, approvisionnait Paris et donc la cour de France en vin. Et Robert de Courtenay était le bouteiller de Louis VIII, dit le Lion. C'est assez drôle parce que tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait, pour les auditeurs, on parlait en off un peu du vin. Et ce que tu me disais, c'est que, vu qu'on parle aussi d'histoire sur ce flux, sur cette émission-là, tu me disais que l'histoire du vin est hyper liée en fait au pouvoir dans l'histoire. Et que là où il y avait du pouvoir à l'époque, il y avait des vignes, il y avait du vin, et qu'au fur et à mesure, tout se déplaçait. Le vin, c'est le pouvoir.
Dans l'histoire, les vignes, le vin accompagnent les civilisations qui s'imposent par rapport aux autres civilisations. Et du Moyen-Orient jusqu'à l'Europe occidentale, puis ensuite aux États-Unis, aujourd'hui en Extrême-Orient, on peut suivre le vin. Et c'est pas pour rien qu'on trouve du vin chez les Romains. On en trouve également au Moyen-Âge. Il suit toutes les cours européennes. Même à la période du 19e siècle, je crois que c'est Adam Smith ou Ricardo, enfin ces économistes anglais parlent du vin et le prennent comme exemple, justement, en parlant notamment de l'économie portugaise, etc., mais pour indiquer que c'est l'exemple qu'ils prennent pour indiquer les puissances économiques et illustrer leur théorie économique. La région de Bordeaux doit ses vignes en grande partie à l'Angleterre, qui était la grande puissance montante de l'époque. Le vin, c'est toute une culture. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement produire un produit, de proposer un produit qui fait plaisir aux papilles, qui fait passer de bonnes soirées, on a également toute une culture sur les arômes, sur les papilles, et je crois que vous en parlez ce soir, de toute cette complexité. C'est un produit qui est complexe, et qui donc génère autour de lui toute une culture avec différents niveaux de compréhension, de connaissance, et pour beaucoup, pour aller vraiment dans les hautes sphères des bons vins, il faut être initié. Oui, et puis on ne peut pas être initié si on n'a pas d'argent pour s'acheter du vin. C'est ça, et c'est une marque extérieure de puissance, de richesse, pour une personne, mais aussi pour une civilisation. Le vin, buvez du vin. Oui, parce que M. Massessi n'est pas que historien, il est également vigneron. Il est parti de ses rêves. Une belle combinaison. Voilà, je suis biclassé, donc à la fois historien, mais également vigneron, parce que j'ai suivi un cursus de formation à l'école viticole d'Amboise, pas loin d'ici, qui est une excellente formation. Et donc pendant un an, j'ai eu la chance de retourner au lycée à 38 ans, pour apprendre le métier du vin. Et c'est vraiment un métier fascinant, et c'est comme une langue, comme une culture, on n'a jamais fini d'apprendre et de découvrir sa richesse. Et donc on a repris des vignes, c'était en 2011, donc non loin d'ici, à 8 km d'ici, à Châtillon-sur-Cher. Un domaine viticole s'appelle le domaine des Souterrains, et on propose donc une dizaine de vins. On a aussi le projet de remettre un chai dans l'enceinte du château, et donc se raccrocher à la tradition de Robert de Courtenay. Donc les travaux sont en cours, ils seront achevés avant la fin de l'année, et on aura la possibilité, donc à partir de l'année prochaine, de concevoir, d'élaborer du vin à l'intérieur même du château, dans sa partie médiévale. Et ça, c'est la classe. Ça sera surtout la classe quand on fera les vendanges, à la main, en costume, tous ensemble, bien sûr. Ah bah oui, oui, on compte sur vous du coup là. Voilà. C'est pas le premier week-end de juin, ça va? Non, les vendanges, c'est rarement le premier week-end de juin, heureusement. C'est bon, vous pouvez venir. Ce sera l'activité bonus des prochaines Vipéris. Ah oui, mais non, mais je vois bien ça. Je suis sûre le que festival les gens off. Non, mais je suis sûre que les gens adoreraient, tout à fait. Parce que c'est vrai que la tradition du vin, c'est aussi la tradition de notre pays, mais c'est vraiment c'est la grande tradition française. Et c'est un geste qui projette loin dans l'histoire. Toucher à la vigne, ça ramène loin. Il faudra peut-être que je fasse un épisode là-dessus. Mais ça serait pas mal. Ça serait pas mal. En plus, je suis sûre que tu pourras te fournir en bon vin pour comparer. Tout à fait. Je pense que la rigueur historique en prendra un petit coup dans l'écriture, mais... Oui, pourquoi pas, à réfléchir. Mais, oui, et c'est vrai qu'on se posait aussi en off tout à l'heure une question, mais qu'on n'a pas spécialement développée. C'était pourquoi est-ce que finalement l'histoire c'est si intéressant? Pourquoi est-ce que l'histoire c'est si important en fait? Pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir de ses racines? Pourquoi est-ce que c'est important d'étudier le passé et d'étudier tout ça en fait? Je te retourne la question puisque tu as créé une chaîne sur cette thématique-là. Donc, je pense que tu t'es trouvé confronté à cette problématique également. Oui. Ça a fait vibrer quelque chose en toi.
au moment où tu as créé cette chaîne, et voilà, quelle fibre cela... Ah, tu m'as retourné comme une crêpe là. Oui, parce que, non, mais franchement, on se pose la question, mais pourquoi les gens s'intéressent à Nota Bene? Mais pourquoi ils s'intéressent à l'histoire? On en reparlait tout à l'heure. C'est vrai que même il y a des émissions d'histoire, et pour le citer, bon, je sais que parmi mon public, il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout, mais enfin Stéphane Bern, mine de rien, il fait une émission d'histoire qui rassemble des millions de personnes. C'est assez incroyable sur un sujet comme l'histoire, même si c'est traité d'une façon totalement différente. Et je pense, c'est parce que l'histoire, ça peut être amusant, en tout cas. C'est sûr que si on énumère des faits, et strictement des faits, bon, l'histoire en tant que telle, c'est pas très passionnant. Enfin, on pourrait regarder un JT qui nous donnerait les news, entre guillemets, de ce qui vient de se passer. Voilà, ça serait exactement la même chose. Après, il y a une façon de le raconter, un contexte à développer, une ambiance à faire passer. Et le but du jeu, c'est d'essayer de replonger les gens dans une ambiance, en fait, d'une époque. C'est ça qui est drôle. Je pense que les gens ont envie aussi de s'évader un petit peu à travers des histoires, parce qu'en fait, si on le raconte bien, ce qui s'est passé dans l'histoire, ça peut être un divertissement. Et un très joli divertissement. Après, selon moi, la question du pourquoi est-ce que c'est important l'histoire, c'est simple, c'est parce que tout simplement, c'est en étudiant ce qui a déjà été vécu et puis les écueils sur lesquels on a déjà buté, qu'on peut éventuellement comprendre comment éviter de répéter des erreurs ou éviter de retomber dans les mêmes écueils. Bon, l'histoire nous dit que au final ça fonctionne pas très bien et que même si on étudie le passé, on a tendance quand même à comme des mulets à refoncer dans les mêmes écueils. C'est souvent un vœu pieux, effectivement. Mais c'est important. Enfin, ça donne des clés de compréhension, je trouve, pour comprendre et cerner nos sociétés modernes, en fait. Et parfois comprendre pourquoi une situation actuelle est ce qu'elle est, tout simplement. Je pense que la fonction racine est très très importante, parce que qu'il soit tricheur, méchant ou Louis le bon, pour le coup, c'est quelque part l'ancêtre de chacun. C'est grand pépé. Dans l'absolu, voilà, c'est ça. Et je pense que quelqu'un sans racine, fondamentalement, chez l'un humain, c'est quelque chose qui le rend fou. De ne pas avoir de repères, ça rend les humains fous, tout simplement, tellement ils en ont besoin. Donc effectivement, les histoires de l'histoire ne renvoient pas à l'histoire de famille, mais renvoient à la construction d'un pays qui est le sien. Oui, il peut y avoir effectivement cette idée, mais même sans après se cloisonner à notre pays, il peut y avoir une mémoire collective du monde entier, et c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à l'histoire d'Asie ou d'Afrique. Non, mais en fait, je parlais de la réaction instinctive, immédiate, tu vois, de la personne. Ah, mais oui, voilà. Ce qui explique pourquoi, dans certains de mes épisodes, c'est vrai que moi, Nota Bene, je suis très eurocentré. J'essaye de temps en temps d'aller voir un petit peu ailleurs, et ça me fait du bien, et je pense que ça fait du bien aux gens aussi. Mais c'est vrai que j'ai un public qui vient par exemple du Canada et qui me dit souvent pourquoi tu fais pas un petit épisode, un petit clin d'œil comme sur le Canada, ça serait sympa quoi. Donc j'envisage de le faire d'ailleurs un jour. Et par exemple, c'est vrai que la dernière fois je parlais du Maroc, et j'ai eu énormément de messages en disant merci d'avoir parlé du pays et puis de tout ce qu'il y avait autour. Ça fait plaisir aussi de redécouvrir un petit peu notre histoire, et c'est vrai que c'est assez étrange en fait de se dire que oui, puis il y a des trucs magnifiques à raconter, enfin des hauts faits, des héros formidables, enfin, et voilà. Dans la relation entre l'Orient et l'Occident au Moyen-Âge, il y a des choses très belles, très dures. Des héros des livres, il y en a. Et des anti-héros aussi. Voilà, et des anti-héros. Et des légendes qui se construisent, parce que c'est vrai que ça, ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire c'est des histoires, c'est raconter des histoires, et forcément pour, je pense, faire passer une information, faire passer l'histoire, il faut savoir, entre guillemets, la raconter. Et le problème étant que parfois, on tombe sur des personnes qui, pour raconter une belle histoire, enjolivent ou inventent. C'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des versions un peu revisitées de l'histoire. Et c'est ça aussi que j'ai voulu faire passer dans mon dernier épisode, qui était sur les expéditions maritimes, où en fait j'ai parlé sur les 4 expéditions
de 3 grands explorateurs qui sont quand même hyper connus en France et même partout dans le monde, à savoir Christophe Colomb, Vasco de Gama et Magellan. Et ce que je voulais faire passer comme information, c'est que oui, il y a une version très connue. Enfin, on a tous, on sait que Magellan, ok, il est passé par son détroit, il a fait tout le tour, il a fait le tour du monde, c'est magnifique. Colomb, on sait qu'il a découvert presque les Amériques, en pensant que c'était les Indes, voire le Japon ou la Chine, et Vasco de Gama qui a découvert les Indes, voilà. Mais on ne connaît pas vraiment ce qu'il y a eu derrière, on ne connaît pas vraiment les massacres, par exemple, qu'a pu perpétuer, que ce soit Gama ou Colomb, on ne connaît pas forcément les petites anecdotes du voyage de Magellan, des choses comme ça, et c'est plein de petites choses qui, et de sa mort. Et de sa mort, et je pense qu'il y a plein de petites choses. Je ne vais peut-être pas spoiler tout mon épisode, sinon les gens ne font pas le voir, mais c'est plein de petites choses comme ça qui donnent envie en fait de s'intéresser à ce qu'il y a autour, quoi. Moi, j'ai l'exemple sur le côté mythologie. J'ai l'exemple de James Cook, oui, c'est James, qui a été donc découvreur de l'Australie, entre guillemets, et qui a été inclus, puisque c'est une tradition orale, qui a été inclus dans la mythologie. C'est-à-dire que pour eux, ça a été un blanc, donc un ancêtre qui avait pas vu le soleil, du coup, depuis tellement longtemps qu'il était enfermé. Et quand il est arrivé, donc il a fait des cadeaux. Et donc après, tu as la légende, tu sais, il offrit un premier cadeau et le peuple le rejeta parce que c'était pas bon. Et ça pouvait être empoisonné. Puis il offrit des vêtements. Le peuple le rejeta parce qu'il n'en avait pas besoin. Et voilà, tu as toute la chronologie avec le motif mythologique. Et ce qui est assez marrant, donc c'est évidemment un héros négatif, parce que ça va jusqu'à... Et il ne fut pas content, parce que le peuple ne voulut pas de ses présents, et il les massacra tous. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même là où il n'a pas débarqué, il y a la mythologie. Il est partout. Et c'est la base d'ailleurs d'une religion qui existe dans cette région du monde, qui s'appelle la religion Cargo. Qui est sur la base du cadeau et de la venue de l'étranger, puisque encore aujourd'hui, si vous allez dans ces régions-là, vous trouverez des gris-gris qui sont en forme d'avion, parce que cette religion dit que l'Occident, les Blancs, se sont appropriés les richesses du monde, et un jour les dieux vont venir et vont relâcher les richesses du monde et qui vont être offertes aux hommes. Et pourquoi cet avion? C'est parce que ça vient notamment de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée des troupes américaines qui larguaient par parachutage des denrées alimentaires, des biens de consommation, etc., et qui tombaient du ciel auprès de populations qui n'étaient vraiment pas en contact, enfin qui n'étaient pas au même niveau technologique que les Américains en question. Il s'est produit la même chose au début du XXe et à la fin du XIXe avec les explorateurs qui arrivaient sur place et qui offraient effectivement des cadeaux et même des verroteries. C'était des produits qui étaient technologiquement beaucoup plus avancés que ce qui était produit localement. Et il y avait ce choc des civilisations qui a créé cette mythologie, cette religion, fondée sur une question: pourquoi ne sommes-nous pas parvenus à faire cela? Et il faut pouvoir l'expliquer quand on est confronté à une civilisation qui arrive avec un niveau technologique beaucoup plus avancé. Pourquoi eux, pas nous? Et c'est la réponse à cette question. Différents peuples apportent différentes réponses. C'est la religion Cargo, c'est une de ces réponses. J'ai plombé l'ambiance là, non? Non. Ah non, mais je suis fascinée. Vraiment. Je ne connaissais pas du tout. D'entendre cette histoire, c'est assez fascinant quand même de se dire ça, quoi. Et on verra quand les aliens débarqueront. Moi, après, ce que j'aimerais voir aussi, c'est comment ça va se perpétuer dans le futur, parce que au final, c'est une tradition, une mythologie qui est relativement récente. Comment est-ce qu'elle va évoluer en fait, et comment est-ce qu'elle sera transformée? Parce que dans l'histoire, et la mythologie, pour moi, ça fait partie de l'histoire. Tout est réécrit. Tout est réécrit, tout est interprété, et c'est vrai que en histoire, le travail d'un historien, on le disait tout à l'heure avec les camarades, c'est de prendre des faits et de les interpréter. Et il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises interprétations, et il peut y avoir aussi
un travail partiel qui est fait, c'est-à-dire que sur un thème donné, il peut y avoir qu'une partie des faits qui est analysée et pas les autres, simplement parce qu'on les a pas, qu'on n'en a pas connaissance ou que parfois on ne veut pas les prendre en compte. Et du coup, tout est réécrit à chaque fois et ce qui est réécrit peut être réécrit après, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez délicat d'avoir des sources fiables et puis de voir aussi comment ça évolue dans le temps. Eh bien, malgré Internet, la télévision, les satellites et tout ça, Cargo existe toujours. La vénération du Big Fella, qui est Big Fellow, le grand pote en fait, existe toujours et je pense qu'on sera surpris sur la façon dont elle va être perpétuée. Alors tout à l'heure, la question qui était posée, donc vous y avez répondu en partie. Vous avez tourné autour d'un concept qui s'appelle le roman national. C'est qu'en France, on a notre roman national qui a été écrit à la fin du XIXe siècle par la Troisième République. Mais dans le monde, on a aussi besoin de notre roman, entre guillemets, national. C'est-à-dire tous les mythes fondateurs de... voilà, et Colomb, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Alors après... Ça va avec l'école. Exactement, puisque c'est pour ça que l'histoire est aussi importante aussi à l'école, c'est que c'est vraiment un ciment dans notre nation, dans notre population. C'est peut-être aussi pourquoi les Français sont si friands d'histoire. C'est leur identité. Ils veulent savoir d'où ils viennent. Ils aiment écouter d'où ils viennent, d'autant que nous avons un passé glorieux. Alors après, quel que puisse être le jugement qu'on porte sur ce passé, mais c'est un passé glorieux, c'est un passé de puissance. Et quand on traverse une crise, eh bien, la perpétuation du passé, de l'histoire, ressurgit. Par exemple, sous Vichy, on n'a jamais publié autant de livres qu'à d'autres moments de l'histoire sur le grand siècle, Louis XIV, Louis XIII, etc., ou sur l'Empire romain. Parce que la France était humiliée, le peuple français était humilié, et c'était l'occasion, par la littérature, l'histoire, de se redécouvrir une puissance, une force, un honneur. Et on traverse une période qui n'est pas facile économiquement. Je pense que ça contribue effectivement au niveau historique à aider, à servir de pansement. Apparemment, je dois rapprocher mon micro de ma bouche parce que je ne parle pas assez fort. D'accord. Alors c'est moi. Mais oui. Et donc le passé français avec des impératrices ce roman national, il est important. Polonaises, slash... Oui. Après, c'est une identité aussi qu'on veut donner, c'est-à-dire qu'il y a, en fonction de la situation actuelle dans laquelle on est, on met les priorités sur telle ou telle période pour se forger l'identité ou pour forger l'identité historique, on va dire, des générations qui arrivent. Et ça, c'est assez drôle aussi, parce qu'on voit qu'il y a des trucs qui disparaissent, qui apparaissent, etc. D'ailleurs, là, actuellement, c'est au Portugal, je crois, où il y a une personnalité publique, je me demande si elle ne présente pas le JT là-bas, qui vient de sortir un bouquin en disant « Et si Christophe Colomb, c'était en fait un Portugais et pas un Génois, et si en fait c'était pas un agent double, etc. » Et donc il joue là-dessus et il y a toute une théorie pour essayer de montrer au monde que Christophe Colomb était portugais. Bon, c'est assez rigolo parce que peut-être... Pourquoi pas, hein, j'ai pas lu le bouquin. Ça relève du sensationnalisme dans la démarche, mais pourquoi pas? J'ai pas lu le bouquin, mais en tout cas c'est assez intéressant de voir cette réinterprétation des faits et de l'histoire qui peut mener à ce genre de trucs, tiré par les cheveux ou pas, je sais pas, parce que je n'ai pas lu le bouquin. Mais bon, on voit que dans un autre registre, par exemple, certains lui donnent beaucoup de crédit, d'autres non, mais Henri Guillemin faisait la même chose. Il reprenait des faits, il essayait de réinterpréter la chose et de délivrer parfois d'autres portraits. Voilà. Après, tu as lâché le nom. J'ai lâché le nom. Henri Guillemin, oui. C'est quand même l'historien français qui vivait en Suisse et qui a été censuré une très grande partie de sa carrière et qui est apparu sur les écrans de télé français seulement à la fin des années 90 sur la chaîne Histoire, donc pour les personnes qui avaient le satellite. Mais alors, ce sont des émissions qu'on peut consulter d'ailleurs sur Internet, je crois qu'elles sont sur YouTube. Il y a énormément. Alors c'est un peu plus long que les Nota Bene, hein, en général. C'est pas la même démarche. 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais c'est très très intéressant. C'est très proche d'Alain Decaux raconte, pour ceux qui sont vieux. Il y en a.
Mais, Je sais pas. mais voilà, c'est une émission en noir et blanc des années 60. Ce sont des textes écrits qui sont lus, donc c'est format une demi-heure, voire même plus long. C'est très fouillé, il cite ses sources, c'est très dense, c'est très iconoclaste. Et ça a été diffusé sur la télé suisse romande donc dans les années 60. Et il a fallu attendre les années 90 et quasiment près de son décès, parce que je crois qu'il est mort au début des années 2000, pour le diffuser. Alors pourquoi ? Parce qu'il était très iconoclaste et ses partis pris étaient vraiment à l'encontre du roman national français. Tout à fait. Napoléon. C'est ce qu'on lui reprochait. Ben voilà. Le mythe de Napoléon, il l'a détruit. C'est pas une mauvaise chose. Je sais que je me fais beaucoup d'ennemis en disant Voilà, ça. Mais par exemple, on va pas se faire beaucoup d'amis effectivement. Mais, non, mais Bah, si c'est vous vrai. voulez, je prends la Mais grouille. c'est-à-dire que, par exemple, Napoléon, il y a un réel problème avec ça. C'est-à-dire que Napoléon, j'en ai parlé dans un épisode où, effectivement, alors que je n'ai absolument pas dit ça, mais la plupart des gens me disaient non, mais la Bérésina, c'est une victoire, ce n'est pas une défaite. Bon, pourquoi pas. Moi, je n'avais pas forcément dit que c'était une défaite, j'ai dit que c'était le point final d'une retraite qui s'était assez mal passée, la retraite de Russie. Et je considérais, et je considère toujours, que Napoléon, ce jour-là, à la Bérésina, le considérer comme une victoire militaire, c'est une chose parce qu'il aurait dû rester là-bas, il aurait dû mourir avec tous ses hommes, et il a brillamment géré pour en sortir le maximum, sauf que derrière lui, il a laissé des dizaines de milliers de personnes, dont l'arrière-garde, les cuisiniers, les prostituées qui suivaient l'armée, etc., qui, eux, se sont fait tuer ou capturer, puis envoyer, voilà. Et j'ai beaucoup de mal à considérer ça comme une victoire. En fait. Et je sais qu'en disant ça, je me suis pris énormément de commentaires me disant non mais n'importe quoi, Napoléon, non, il a gagné cette bataille, c'est un non-sens de dire que c'était une défaite, etc. Et j'ai envie de me dire mais pourquoi à un moment donné ? Et pourquoi est-ce que Napoléon est aussi inattaquable que ça ? Parce que dans l'esprit collectif, il est ancré comme une espèce de super-héros qui incarne la grandeur de la nation, qui a pu tout faire, tout réaliser, alors que c'était un homme comme les autres. Il a eu, il a eu des grosses réussites. Il a eu des échecs aussi. Il y a eu des accomplissements quand même. Hein. Non, mais il y a eu des En accomplissements. général, on cite le code civil, on cite Il y a eu des l'économie, accomplissements. l'organisation de l'État. Oui, mais est-ce que Mais- après, il y a des gens dont peut-être ils savaient s'entourer. Aussi. D'ailleurs, c'est une citation de Napoléon. L'important dans la vie, c'est de savoir s'entourer. Effectivement. Et il y a plein de D'ailleurs, choses sur qu'on ne peut- Internet, on sait qu'il y a des gens qui sont très très doués en citation. Notamment, Napoléon a beaucoup parlé d'Internet. Alors, Explique-toi. Il avait une chaîne sur YouTube. bah, en Je fait, le connais pas, je il y a commence à quelque peur. chose qui tourne en fait, c'est que on voit tourner des choses, bon, par exemple sur FB, etc., avec des citations. Donc, voilà, typiquement, tu as l'image avec, un truc, puis signé. On fait dire tout à n'importe qui. Et donc, une des choses qui tourne en ce moment, c'est justement un truc à propos, je crois, d'Internet et de Napoléon. Internet est une grande invention signée Napoléon, quelque chose comme ça. C'est un peu le Chuck Norris de l'histoire. Non, c'est le fait de dire d'attribuer n'importe quoi à n'importe qui, y compris des choses Et- aberrantes. Oui, et moi c'est ça que je reproche entre guillemets et que je trouve parfois dangereux effectivement dans ce roman national comme tu l'appelles, c'est qu'il peut y avoir des figures qui sont totalement tronquées et fausses. Alors il y a une part de vérité bien évidemment et on n'enlèvera jamais à Napoléon ce qu'il a pu accomplir, mais il y a des nuances à apporter. Mais Et, le roman sur national, Napoléon, il a été, excuse-moi de te couper, il a été créé au moment de Jules Ferry. Il fallait que les enfants aient une unité nationale au travers de grandes figures qui ont été prises. Après, je ne sais pas quels C'est un ont peu ce été que les dit Henri critères de Guillemin. sélection, mais voilà, nos ancêtres des Gaulois, ça date de là. Et moi, je vais dire une seule chose sur Napoléon, pour résumer ma pensée dessus, c'est que il n'a pas respecté la phrase que l'on voit dans toutes les stations-service, qui est « Merci de laisser l'endroit aussi propre qu'au moment où vous y êtes entré ». Or, quand il a lâché la France en 1815, eh ben, il l'a laissé dans un
bien pire état que quand il l'a prise en tant que grand consul ou empereur. Après, j'ai tout dit. C'est un peu pour ça qu'Henri Guillemin a été censuré jusqu'aux années 90. On va pas se faire des potes là. Ouais, on va pas se faire des potes. On va se prendre des Mais commentaires. voilà, mais effectivement, tu as lâché le nom d'Henri Guillemin. C'est un personnage important dans l'histoire. Il parlait du roman national. Jules Ferry, il l'a abordé également. En substance, il a surtout souligné que Jules Ferry avait besoin de soldats pour la République. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu des fusils d'enfants, je crois que c'est le fusil gras qui a une version pour enfants, qui était utilisé à l'école communale dans les années 1880. Mais voilà, on avait besoin de soldats pour venger la France. Le Jules Ferry a conçu ce roman national, Henri Guillemin en parle, pas pour la beauté de la République ou de la France, c'est parce qu'ils avaient des besoins. Bon. Voilà. Après, est-ce que ce roman national doit être vrai et juste? À mon avis, pas nécessairement. C'est pas son objectif. Le roman national, il doit nous unir. Son rôle, c'est d'inspirer les gens et les unir autour du drapeau, du pays, pour aller dans un but commun. Et de ses valeurs. Et de ses valeurs. Maintenant, ça peut liberté, poser égalité, fraternité. Ce qui n'empêche que ça peut poser de sérieux problèmes d'éthique. Alors après, c'est la question de l'historien. C'est ça. Voilà, il y a le roman national, toutes les valeurs que ça véhicule. Alors, je parle de roman national un peu de manière erronée en évoquant Christophe Colomb, Magellan, etc. Mais ça fait partie de notre passé, notre vision du monde en tant qu'être humain en France en 2015. Mais c'est deux choses différentes à mon sens. On a le roman national d'un côté, tous ces concepts qui véhiculent des valeurs qui nous correspondent. Et quand je dis nous, c'est dans notre ensemble, hein, donc un ensemble statistique, avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord du tout avec cette approche-là. Et de l'autre côté, on a le travail de l'historien qui, lui, doit trouver les sources qui permettent d'avancer telle ou telle hypothèse et donc repenser, regarder avec une approche différente tel ou tel événement, tel ou tel personnage. C'est en partie ce que tu fais, effectivement. Et ne pas forcément se reposer sur le boulot d'autres historiens, parce que des fois, c'est bien de repartir des sources pour justement avoir un regard neuf. Après, avoir le temps. Hein. Moi, ce que je fais, c'est... Oui, il faut avoir le temps. Après, moi, ce que je fais, je ne suis pas du tout un historien. Moi, c'est la vulgarisation. Je récolte des données, je les balance, et à un tel rythme que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est justement, je ne suis pas à l'abri d'une boulette ou d'un truc. Mais c'est surtout le plaisir de dire et emmener les gens vers la curiosité. Exactement, c'est ça. Ça, je pense que les gens, ils savent que c'est ça. C'est ce que tu leur apportes. Et moi, c'est ce que tu apportes, c'est une des choses qui m'ont amené vers l'histoire quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est que je me suis aperçu que parfois la réalité dépasse la fiction. La vidéo que tu fais sur les morts insolites des rois, on le mettrait dans un film. Ça me paraîtrait absurde. Ce serait absurde. Trop gros pour faire rire presque. Le melon, quoi. Voilà. Bon, ceci, on sait qu'il y en a des gens, à force d'avoir un melon, du coup, ils sont morts, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est ça qui m'a justement donné envie. Alors, je suis pas en train de faire un anachronisme en disant que j'avais regardé Nota Bene quand j'étais étudiant, mais voilà, ce sont ces démarches. Napoléon, si tu veux. Voilà, je peux signer Napoléon, mais ce sont ces démarches-là qui m'ont conduit à l'histoire, parce que je me suis dit, mais il se passe là, dans notre passé, il s'est passé des choses extraordinaires, des personnages extraordinaires, qui sont bien plus hauts en couleur que tout ce que l'on peut lire dans un roman, même un roman travaillé. Tu as beaucoup travaillé sur Game of Thrones aussi. Oui. Mais des intrigues comme ça, il y en a beaucoup. Oui, non, mais beaucoup. D'ailleurs, en Occident et en Orient. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me citais un peu justement la région, tout ce qui s'était passé dans la Francie, etc. Et puis tous les méli-mélos, les trahisons, etc. qu'il y avait. Et tu dressais des parallèles entre les souverains, on va dire, locaux et ce qu'il pouvait y avoir dans Game of Thrones. Moi, dans l'émission, je faisais le parallèle avec la guerre des Deux Roses. George Richard Martin lui-même s'est inspiré aussi des rois maudits, donc là où c'est vraiment tout le territoire. Donc ce qui est drôle, c'est que ces inspirations-là, qui dépassent souvent la fiction, on la retrouve partout, à une échelle locale, mais à une échelle nationale et même internationale. Donc c'est incroyable, quoi. Redécouvrez le Xe siècle, et notamment le début du Xe siècle, déjà parce que c'est une époque où on avait un roi qui s'appelait Raoul.
Voilà. Ça vaut le détour, déjà. Alors, roi de la, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on ne se méprenne pas, le roi de la Francie. Voilà. Donc, Francie, c'est toute la partie, on va dire, même si j'englobe des trucs qui ne sont pas dedans, nord-ouest, on va dire, de la France. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est pas toute la France. Mais Voilà, c'est juste roi avant français. Hugues Capet, et tout est parti d'une usurpation qui a eu lieu au tout début du Xe siècle. Raoul était l'héritier de cet usurpateur, et c'est la guerre civile en permanence, avec des alliances qui se font et se défont, des personnages qui changent de camp en permanence, des guerres, des affrontements de personnes, des complots. Et on a, mais si on va en Orient, la période des 3 royaumes en Chine, donc que tu as dû connaître, moi je l'ai découvert notamment par le jeu vidéo. Dynasty Warriors, c'est ça. Voilà. On est beaucoup à avoir découvert. Mais justement, en plus, dans le dernier épisode, je parle de l'amiral. Alors, je vais le reprononcer comme je l'ai fait dans mon épisode Zheng Yi, mais qui se prononce pas du tout comme ça, qui se prononce. Zheng He, Voilà, ça qui n'a rien à voir. plus ou moins. Mais ce personnage était aussi dans Dynasty Warriors. Et Alors c'est plus tard, c'est allez, 900 ans après, c'est pas non plus. Ah, il l'a englobé dedans. En même Après, temps, si bon. on prend ça à l'échelle de l'univers, c'est pas non C'est pas plus grand-chose. si long que ça. Hein, mais voilà. Mais les 3 royaumes, c'est foisonnant de personnages. Ça dure sur presque une centaine d'années. Je crois que c'est 80 ans. Et les livres qui ont été publiés en Chine à partir du 15e, 16e siècle. Vous avez plus d'une centaine de personnages historiques qui sont cités dedans, avec des complots, des ruses extraordinaires. Ah oui. C'est riche, incroyable. c'est incroyable. En Orient, je citerai le livre des Ruses qu'on trouve dans nos librairies, qui fait vraiment une compilation de toutes les ruses utilisées dans le monde musulman depuis l'Hégire jusque, je crois que c'est à la Renaissance. C'est extraordinaire et c'est très instructif, notamment pour le business. Voilà. Tout est dans le titre. Si vous faites du marketing, voilà, achetez le ce livre bouquin. des ruses. Et puis après, pour écrire un scénario. Parce que voilà, vous avez des anecdotes extraordinaires. Quand on vous dit rendez-vous, voilà, le général assiège la forteresse et il dit rendez-vous. Je ne tuerai pas un homme. Si vous vous rendez, je ne tuerai pas un homme. Eh ben, la forteresse se rend, il passe tout le monde par le fil de l'épée, sauf un homme. C'est pas beau ça ? C'est un scénario extraordinaire. Enfin, dans Game of Thrones, c'est un dénouement de fin de saison qui serait formidable. Oui, tout à fait. C'est ça que c'est assez. Mais je crois que George Martin va manquer de héros bientôt, donc. Le spoil. Bon, en fait, on a 12 000 tonnes de questions. Peut-être ça serait Ah oui, qu'on bien n'a pas de- regardé depuis tout à l'heure. Oui, pas c'est vrai regardé, qu'il y a un fil rouge, oui. Donc voilà, on a des questions super intéressantes et des commentaires. Donc, par exemple, je vais prendre le dernier qui est arrivé. Et désolé pour ce temps de récupération. Oui, toutes Donc, nos excuses, on est bavard. On a Poète qui nous a dit un truc qui me semble assez sympa. Il pose la question, ou elle pose la question de la France peut-elle, d'après vous, être considérée comme une fédération des peuples plutôt qu'une nation? Alors, Poète, bonjour. Bonjour, Poète. J'adore Internet. On parle de la France d'aujourd'hui, je suppose. Ah bah oui. J'imagine. Oui, Poète, bah oui. tu nous réponds éventuellement. Alors, pour moi, et puis après, je vais te passer la parole. Bien entendu. Pour moi, la France est une nation. Elle a été construite comme telle. Et selon moi, elle n'est pas une fédération. Je ne vais pas rentrer dans des notions politiques parce que c'est vraiment pas du tout fédération, l'objet de c'est ma suisse, démarche. hein. On est à la limite, hein, mais Je fais bien l'accent. Ah on oui, a- bah, je vais de voilà, temps en on n'a temps. pas la même construction nationale que la Confédération helvétique, Oui, par tout à exemple. Et le système d'intégration à la française sur le droit du sol en est l'illustration. On n'est pas sur du droit du sang, donc on n'est pas sur un peuple qui a prévalu sur les autres. On est vraiment sur un concept théorique qui est né, d'après le roman national, sous la Révolution de 1789, avec des concepts universels et universalistes. Et là, je reprendrai comme exemple, comme illustration, le calendrier révolutionnaire, qui se veut être illustratif de la météo, parce que c'est le lien commun de tous les peuples de l'hémisphère nord, mais il y a une démarche vraiment universaliste. Alors que dans un autre pays, une autre confédération,
ou fédération, on serait beaucoup plus sur une approche d'un peuple, d'une composante. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Comme ça, je me mouille pas trop. Après, j'adore débattre avec toi. Moi aussi, j'aime bien débattre avec moi. Non, mais vous n'êtes pas d'accord tous les deux, ça posera problème. C'est ça. Non, mais par contre, oui, la question soulève un point, c'est-à-dire que effectivement, il y a énormément de brassage. Donc non, on n'est pas une fédération, on est une nation, mais il y a énormément de brassage et notre peuple, comme celui de plein d'autres pays d'ailleurs, il est issu de plein de migration, de croisement, de voilà. On en parlait encore tout à l'heure. On parlait des Vikings beaucoup. Voilà, les Vikings ils sont arrivés, ils ont pris la Normandie, ils sont passés par Nantes, comme tu le disais. Nantes ça a échoué, mais la Normandie ils sont restés. La Normandie avec Guillaume le Conquérant qui avait des racines vikings. Les Vikings, toi-même tu me l'as appris tout à l'heure, qui sont partis après vers Naples, avant de rejoindre Constantinople, c'est ça? D'abord par Constantinople en tant que mercenaire et ensuite à Naples. Et ensuite à Naples. C'est une autre histoire parce que là je crois qu'après Pouet-Pouet on doit avoir d'autres questions. C'est ça, mais en tout cas, enfin, ça veut bien dire une chose, c'est que dans tous les cas, ce brassage, il s'opère partout. Alors en France, oui, on a une histoire qui fait que ça a beaucoup brassé, mais c'est pas pour ça qu'on a une... Oui, mais quand tu vois l'Allemagne et l'Italie, qui sont deux pays de tradition fédéraliste, avec des principautés qui étaient basées sur des villes, des régions, etc., on est sur le droit du sang. Oui. On n'est pas sur le droit du sol. Ah non, oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est une envie d'être une nation, quitte à ce que les frontières bougent. Je crois que les Français s'est foutus sur la gueule aux voisins parce que pour exprimer le fait qu'ils en ont envie, quel que soit le brassage qui s'opère à l'intérieur, qui a toujours été le roman national qui a été fait sous Ferry avec Michelet, etc. à la fin du 19e siècle. Il y a un concept important, c'est celui de la frontière naturelle. Et cette frontière naturelle avec les Pyrénées, les Alpes, le Rhin, tout ça, englobe toute une série de peuples qui ne parlaient pas, même au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, d'autres dialectes, d'autres langues que leur langue régionale. J'ai de la famille bretonne. Très longtemps, les familles bretonnes ont parlé surtout breton à la maison et peu français. Donc il fallait unir toutes ces populations. Si on dit bonjour aux Basques, est-ce que tu penses qu'on va se faire des amis encore ou pas? Alors je te laisse. Bah tiens, vas-y, je te laisse. Tout à l'heure, je t'ai retourné la question. Je fais pareil. Une redite. Non, mais entre Napoléon et les Basques, oui, on est. Oui. Prochaine question, je sais pas. Alors, donc, en cas de tentative de récupération bien violente, tu as aussi les nazis qui ont falsifié des ruines antiques en Crète pour essayer de prouver la supériorité aryenne. Bref, voilà, je viens de faire péter le point Godwin, mais je trouvais que c'était un exemple intéressant du caractère fluctuant / magmatique de l'histoire. Après, il y a aussi Orguilma. C'est ballot parce que moi je vais faire péter le point de Godwin en plus. Mais parce que non, parce que c'est vrai. Et par rapport à ça, il y a aussi le fait de se servir de l'histoire pour acquérir de la crédibilité. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais par exemple, j'ai un épisode où on me disait oui, pourquoi il y a une croix gammée sur la ceinture de Thor à ce moment-là, et pourquoi on retrouve des croix gammées aussi en Inde, etc. Non, ce n'est pas une croix gammée, c'est une svastika qui a un historique et une signification totalement différente. Et il se trouve que Hitler, avec son régime, s'est énormément appuyé sur l'histoire et sur la symbolique que pouvaient dégager plein de choses dans l'histoire pour les mettre en avant, se les approprier et justement asseoir sa légitimité en Europe et dans l'histoire. C'est un peu ce qu'a fait la Troisième République avec le roman national français. Voilà. C'est la même démarche. Après, pas dans le même objectif, attention. Oui. Là, bonjour Godwin. Mais souvenons-nous que les archéologues, sous le Troisième Reich, prêtaient serment d'allégeance, de fidélité auprès d'Hitler. L'histoire peut servir de légitimation, de fondement, effectivement, à un peuple, à une politique, un parti. Et il y a des détournements. Et du coup, grâce à Indiana Jones, ça rétablit une partie de la vérité. Qui est un autre archéologue, américain celui-ci,
et qui a rectifié ça pour dans un autre objectif. Mais après, on voit des complots partout aussi. Hein, mais... Voilà. Donc vous pouvez. Qui fait plaisir à tous les archéologues. Non, mais je ne soutiens pas les théories du complot, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment relativiser en histoire. C'est très important de rester humble. Bien entendu. Et vous trouvez pas, là je m'inspire d'une question, quand même dans les figures qui sont mises en avant dans le roman national, il y a quand même une belle bande de tarés dans leur tête quand même. Enfin, on met souvent en avant des comportements qui sont assez borderline. Par exemple. Et par exemple Louis XI, Oui. qui était quand même un petit peu pété du bocal. Il a eu des problèmes avec papa. Hein. Il y en a eu pas mal comme ça. Ah, Il y en a on eu va pas changer mal. de secteur. On va parler maladie psychique maintenant. Et consanguinité, tiens, allez, on y est. Justement, sur mon épisode Game of Thrones, j'avais parlé du parallèle dressé entre Aerys II Targaryen, donc le roi fou, et plusieurs rois, dont Charles VI et Henri VI, qui étaient de la même famille, et dont la grande consanguinité, mais bon, ça ne devait pas être les seuls, a fait que ils étaient un peu, comme tu le dis si bien, pétés du bocal. Ça empêche qu'ils ont gouverné, que parfois ils ont pu faire des bonnes choses, même s'ils étaient complètement à l'ouest et qu'ils ont eu des épisodes assez navrants. Mais c'est comme tout, voilà, il faut relativiser, et ces personnes qui étaient totalement pétées du bocal ont fait des choses parfois horribles, et ont aussi fait des choses à côté qui étaient très bien. Ça, c'est au cas par cas, mais bon, c'est... Alors, moi, je vais poser une question, je vais répondre à ta question par une question. Pourquoi, dans le roman national de la République, on a repris le personnage de Vercingétorix, qui a perdu, qui a été humilié par les Romains, alors que 3 siècles plus tôt, on avait un général gaulois qui a poussé jusqu'à Rome, qui a conquis Rome et qui a humilié Rome, et notamment dans je crois que c'est l'épisode du bouclier de Brennus, puisqu'il s'agit de Brennus, qui a utilisé son épée pour appuyer sur la balance qui servait à évaluer le tribut des Romains auprès des Gaulois. Pourquoi prendre celui qui a perdu et pas prendre celui qui a gagné? Loser, winner, voilà. D'ailleurs, une histoire de montrer aux gens qu'ils pouvaient être peut-être humbles, je ne sais pas. Non, en fait, c'est parce que c'est lui qui a fédéré tous les Gaulois, etc. Mais au final, c'est lui qui perd. C'est ça qui me gêne. Ouais, c'était peut-être pour mettre en avant du coup la civilisation romaine qui est un peu plus propre que tu veux parler de cette civilisation qui exposait les nouveau-nés jusqu'à leur mort pour s'en débarrasser? Oui, oui, non, mais il y a des trucs du côté gaulois, c'est pas mal non plus, parce que les restes de la religion celtique en général, c'est assez sympa aussi. Je suis un très grand fan de l'Empire romain, mais voilà, en fait, là, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence de ce roman et de ce roman français. Pourquoi choisir ce personnage-là quand on en avait des plus prestigieux dans cette même thématique? Peut-être parce que, comme écrit de cette époque-là, on a principalement la guerre des Gaules qu'a écrit César. Mais Brennus, il était connu sous la Troisième République. Est-ce que je compte les points? Non, mais moi j'ai perdu d'avance, j'ai pas fait histoire. Donc. Moi, je suis hyper heureux d'avoir tout à l'heure précisé que je ne suis absolument pas historien, que je suis un escroc de première. Comme ça, je peux me défausser totalement de cette question. Mais moi non plus, je suis pas historienne, donc je m'amuse. Ah, tout est lancé dans le débat. Il ne s'agit même pas de poser de gagner des points ou autre, mais moi, je me pose une question, je la pose même aux personnes qui interviennent et qui se posent aussi des questions. Et voilà, j'ai pas la réponse. Après, peut-être que le mec, il était soudoyé par Goscinny et qu'il y avait une BD à sortir et qui a dit non mais là, mon gars, là, tu vas me faire comme ça, parce que sinon on est mal. Hein. On est mal. Et par contre, je te donne des parts dans le parc. C'est un point de vue. Ouais, ça peut être ça. Tout à fait. C'est signé Napoléon, c'est lui qui... C'est un point de vue. On va voir si on a d'autres questions. Je m'incruste. Moi, j'aurais tendance à répondre à ta question, parce que je trouve que c'est une question vachement intéressante. Moi, j'aurais tendance à répondre que justement, pour écrire un roman national, le roman national, il doit proposer quelque chose de viable, ou en tout cas qui est censé être fondateur de quelque chose. Et Vercingétorix, il montrait plein de choses, mais sûrement pas le roman national qui était, par les politiques de ce moment-là, qui était visé.
Le Vercingétorix, c'était tout sauf la République. C'était autre chose. C'était justement peut-être plus de la fédération de peuples, c'est la question d'avant. Et je pense que se servir de l'échec, c'est d'abord fédérer un peuple, effectivement, sur ses échecs. Ça marche souvent assez bien, parce qu'il y a un esprit aussi on se resserre entre nous. Mais en même temps, c'est de montrer que ce modèle-là n'était pas bon. Et qu'on se servait aussi pour montrer qu'un autre modèle pouvait, en tout cas, je pense que les politiques de ce moment-là, chercher aussi à construire et à constituer un modèle politique qui ne devait pas prendre appui sur des racines de type chacun son peuple dans son quartier, on se réunit quand il faut taper sur la gueule du voisin parce qu'il nous fait chier, mais on est une fédération. Et je pense que justement, il y a quelque chose d'une articulation là, en tout cas, c'est intelligent de se servir de l'échec pour montrer en plus que non seulement c'est les autres, c'est des méchants, mais en plus, ça nous montre que ce modèle-là n'est pas le bon. Du coup, on fait coup double. Enfin, moi, c'est un peu comme ça, moi, que je l'ai compris dans ma lecture de l'histoire. Et que c'est justement une articulation fondatrice de l'idée, mais dans le roman national moderne, je ne parle pas du moment où ça s'est passé, mais de pourquoi on s'est appuyé sur cet échec, pourquoi justement on a mis ça en avant. Je trouve ça intéressant. Parce qu'on a mis effectivement un chef, un grand chef de notre peuple, enfin, qui est monté dans notre roman national comme un grand chef, tout en nous disant, ce modèle-là, non seulement il a échoué, et en plus, ce n'était pas un bon modèle. Et d'ailleurs, on construit un autre modèle. Mais c'est peut-être aussi pour le pleurer, le pauvre. Il était tout cool, il était mignon. C'était aussi pour permettre de faire un très beau film avec un acteur excellent. Non, là, je sors. Pardon, est-ce que tu viens de dire que Christophe Lambert était... J'ai mal compris, là. Ben moi, j'aime bien. On va peut-être arrêter là. Pas dans ce film-là. Bah, mais non, c'est vrai que dans Beowulf, il est pas mal. Non, mais pas dans ce film-là, d'accord. Mais après, alors quitte à prendre, s'il y a ce parti pris-là, il y en avait un qui était formidable comme perdant, qui venait juste de perdre, c'était l'empereur second, c'était Napoléon III, qui venait d'être battu en 1870. Oui, mais il y en a déjà deux. Alors, je sais que c'était trop près, et voilà, mais le deuxième, et Napoléon Ier d'ailleurs est un autre perdant qu'on continue de vénérer. Oui, enfin, il y avait un autre protagoniste. Mais t'es pas vraiment. Vercingétorix, il y avait quand même Jules César en face. Ben voilà, et ben ça c'est typiquement le genre de situation qu'on a avec l'histoire, et c'est formidable. Il y a des partis pris vraiment intéressants. Donc, monsieur, un peu de discipline, s'il vous plaît. Enfin, si. Voilà, la Vous continuité. dépassionner le débat. La continuité de l'histoire. Moi, je vous encourage vivement, pour ceux qui ne le suivent pas, donc à aller sur ma chaîne et à visionner mon dernier reportage sur le Béour. Donc, certains disent que ce n'est pas une pratique historique, voilà, et au moins ils pourront illustrer ce qui vient de se passer ou ce qui va peut-être se passer juste après. Voilà. Bon. Non, mais sérieux, c'est vraiment un super. Enfin, tu sens le GN là-dedans. Mais c'est surtout que moi j'ai senti la réalité parce que je veux bien que ce soit pas historiquement exact, avéré, etc. Mais j'ai senti la réalité parce que je pense que la personne qui se trouve dedans, elle est obligée de réagir de la même façon. Qu'on précise quand même pour les gens qui regardent ce que c'est le Béour. Très rapidement, oui, pardon. Le Béour, c'est des personnes qui se mettent des armures médiévales sur le corps, qui ont un code assez strict au niveau de l'historicité de les armures, et qui en gros se tapent dessus avec des armes émoussées dans des matchs 1 contre 1, 5 contre 5, je sais plus 10 contre 10 ou 16 contre 16, jusqu'à 21 contre 21. Des mêlées. C'est des mêlées, c'est très impressionnant. Et effectivement, bon, j'avais eu quelques critiques sur le fait, oui, bon, c'est pas très historique, sauf que effectivement, les pratiquants de Béour ne le vivent pas comme ça. C'est-à-dire que l'historicité, pour eux, ça se manifeste dans une certaine ambiance et dans l'historicité des armures. Voilà. Après, ça se manifeste pas forcément dans la pratique du sport en tant que tel. Après, moi, j'avais vu par exemple des critiques qui disaient oui, mais le Béour, dans l'approche du sport, ça n'a absolument rien d'historique. Un mec qui fout un coup de boule ou un coup de pied ou n'importe quoi, qu'est-ce que ça a d'historique? Oui, sauf que dans le Béour, l'approche du Béour, en tout cas pour certains pratiquants, le Béour, c'est de la reconstitution de champs de bataille aussi. Et sur un champ de bataille, tout a été fait. Oui. Voilà. Moi, quand je dis que ça sent le gène, c'est que du coup, de ce côté-là, on peut objecter. Moi, ce que ça m'a évoqué, c'est, on comprend bien en fait le plaisir que les gens ont à faire du GN maintenant. C'est la même, enfin voilà, pour moi, le fait, c'est un détail historique, pas historique. Moi, je le vois plus comme historique, pardon. Ou hystérique. Parce que, ouais, je suis passée sur la maladie psychique tout à l'heure, du coup.
Et on voit bien ce plaisir de se rentrer dedans pour l'entraînement. Et malgré tout, moi, quand j'ai vu les matchs de Béour, qui sont extrêmement courts, parce que ça dure entre 2 et 4 minutes, au bout de ça, les mecs sont totalement morts, j'ai réalisé à quel point tous les films que je regardais depuis que je suis gosse, mais c'est n'importe quoi. Enfin, de voir des mecs qui, pendant 3 heures, l'épée au bout du bras, tranche des têtes, allez, on y va, c'est parti, et puis il y a un assaut qui dure, même un assaut de 45 minutes, je me dis, en fait, c'est impossible, parce que, très en fait, ça fonctionnait par système de roulement, ils envoyaient les mecs, voilà, parce que, effectivement, avec une armure, même si on a démontré que les armures de nos jours, c'est absolument pas ce qu'on pensait à l'époque, moi, quand même, quand j'étais en cours, au collège, on m'avait appris que pour certains chevaliers, il fallait des espèces de grues en bois pour soulever les chevaliers, les maîtres, que s'ils tombaient de cheval, ils se relevaient pas, ils étaient morts, etc. Bon, tout ça c'est faux, on le sait aujourd'hui, et heureusement, parce que pour se déplacer en armure, quand même. Sauf que c'est des armures qui font 30-40 kilos, bah oui, donc quand on court avec, au bout de 2 minutes, on est mort. Donc moi, cette pratique-là, ça m'a vraiment permis de faire un travail sur moi-même et de me dire, ah ouais, en fait, tout ce qu'on nous propose en termes même de films historiques, là-dessus, ça n'est absolument pas historique, parce que effectivement, il y a un problème physique. Oui, mais on se retrouve dans le contexte. Tout à fait. Et pour répondre aux personnes qui ont fait ces affirmations-là, moi je citerai Nike, et je dirais, juste fais-le. C'est peut-être sur ça qu'on va, sur ce coup de pub magnifique, qu'on va clore. Merci Yann, merci Nico. Ah oui, alors du Nike et du Giscard en plus. Ah, d'accord. Nicolas, je crois que tu es pressenti pour le suivant. C'est moi qui m'en vais. Ah toi tu continues en fait. Allez reviens. Ça c'est ce qu'on appelle un fail, si tu je vois. me rappelle bien, ça, c'est un fail, il s'agit de parler des fresques. Donc moi du coup je vais peut-être laisser ma place. Alors je sais pas, tu avais quelqu'un avec toi, je crois. Je me demande si c'est pas Julien. Non, c'est qui? Ah, c'est Agatha. Ben voilà, on va te laisser la place. C'est ça. Voilà, et bon, je vais vous laisser 2-3 minutes, moi, le temps d'aller monter, n'importe quoi, de transférer les vidéos. Et moi, je vais me translater jusqu'à l'étage, où là, je vais parler mythologie, donc c'est mon intéressant, moment. Très intéressant aussi. Oui, parce que c'est ce qui est passionnant, en fait, c'est tout ce que les humains... moi, le sujet qui vraiment me passionne, c'est la récurrence, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais en tout cas dans ma tête ça sonne pas mal, entre des motifs et des figures mythologiques. Bref, un nain, il y a toujours un nain, tout le temps, partout. Donc c'est pour ça que j'ai titré Comprendre son nain. Il y a toujours un dragon. Mais voilà, t'as un nain, t'as un dragon, t'as... Toujours un mec qui aime bien boire de la bière ou de l'hydromel. Voilà, c'est ça. Il y a plus de nains et de dragons quand même. Voilà. Bon, en tout cas, moi je voulais te remercier encore une fois de m'avoir invité sur cette première édition du coup de Deadbang Science. C'était hyper sympa et puis voilà. Ouais, moi je veux porter quand même la parole d'un membre éminent de notre équipe qui vraiment est vraiment blessé. Ce qui dit une discussion sur Napoléon où les Anglais ne sont pas présents, c'est pas possible. Donc, je pense à Peter, qui est vraiment désespéré de ne pas avoir pu, mais heureusement parce que sinon on y sera encore. On le dit publiquement alors. Bon, Peter, on te fait des bisous, voilà. Moi, je vais te remercier aussi d'être venu parce que, comme vous l'avez vu, c'est une maquette. On a eu plein de problèmes. On avait du retard et je te remercie beaucoup de t'être mêlé très joyeusement à notre équipe. C'était super cool. Comme d'hab, une super ambiance. Voilà, des super. Je sais plus ce qu'on a mangé tout à l'heure, des trucs là. Des fougasses au lardon, c'est magnifique. C'est pas typique, mais c'était bon. C'était très bon. On peut monter un truc là-dessus. Mythologie, j'ai quelques... Voilà, et malgré la pluie, tout se passe bien. Donc c'est cool. Un grand merci. Ciao tout le monde. Tu es ici chez toi, donc voilà. Salut Ben, merci. Salut Nico, peut-être à tout à l'heure.